Jacques, merci. Comme je le disais tantôt, nous sommes très heureux de te recevoir ce midi. Et, notre organisme PAFEM est un organisme à but non lucratif qui intervient auprès des jeunes enfants, des familles, des communautés en matière d'éducation aux médias et à l'information pour leur permettre justement d'utiliser au mieux l'information de manière très pratique. Et nous avons tous vécu ou nous vivons actuellement un moment intense de confinement dû au COVID-19. Lorsqu'on vit reclus, on vit enfermé, la seule voie qui nous reste, c'est de nous connecter à Internet. D'autant plus que la crise a profondément modifié en quelque sorte notre quotidien, nos habitudes. Le confinement, la distanciation sociale ont imposé à tous et à toutes une interaction digitale comme moyen de communication sûr. Mais du coup, les écrans et les médias sociaux restent les seuls espaces publics fiables, sans limite, que les gens utilisent, les enfants utilisent, la famille utilise. Mais avant la crise, l'exposition aux écrans par les enfants était déjà problématique et détaillée, abordée par plusieurs centres de recherche, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, en Occident, en Océanie ou en Afrique. Tous les continents sont interpellés. Et nous voulons nous poser la question de savoir si la crise peut amener les enfants à sortir du droit chemin ou les parents peuvent encore jouer un rôle pour les accompagner dans leur consommation médiatique. C'est ça qui nous réunit cet après-midi ici et notre thème s'intitule « Nos enfants et les écrans pendant et après Covid ». Alors, le professeur d'éducation physique qui est à la retraite, que je suis, oui, tout à fait. Il utilise les écrans régulièrement. Il aime les écrans. Et j'ai commencé à réaliser que ces écrans, ils me rendaient service à moi. Tout à fait. Je suis vieux, je suis adulte, j'ai de l'expérience. J'ai connu un monde où il n'y avait pas d'écran. Et puis, tout à coup, est arrivée la télévision dans les années 50, 60. Et puis, peu à peu, est arrivé d'autres écrans beaucoup plus tard. J'ai commencé à soupçonner qu'il y avait un dommage causé par les écrans, surtout avec les émissions violentes à la télévision. Bien sûr, quand des collègues et moi, on s'est inquiétés, on a toujours, bien sûr, eu fait à faire face à des gens qui nous disaient « Non, non, ça n'a pas d'influence sur le comportement des enfants. » De 1986 jusqu'à l'an 2000, on nous a répondu qu'il n'y avait pas de souci, que ça ne causait pas de dégâts, que le comportement des enfants restait le même. Et tout à coup, en 2001, le Conseil supérieur de l'éducation du Québec nous confirme qu'entre 1985 et l'an 2000, le nombre d'enfants du primaire, des élèves du primaire, qui avaient des troubles graves du comportement, ce nombre d'enfants avait triplé en 15 ans. Ce n'était donc qu'une intuition de notre côté. On a invoqué toutes sortes d'experts à qui on a donné le micro dans des émissions d'affaires publiques. Et ces experts sont venus essayer de rassurer les parents en disant non, non, il n'y a pas de problème. 2001, confirmation, l'augmentation de la violence que les enfants voient à l'écran influence leur comportement. Elle influence leur comportement physique, gestuel, les coups de poing, les bagarres, et voilà. Et ça influence aussi leur violence verbale. Le nombre de paroles méchantes, le nombre de disputes violentes verbales entre les enfants à l'école avait augmenté. On ne s'était donc pas trompé. Et tout à coup, il nous arrive en 2001 une surprise. On croirait une surprise venue du ciel. Ben non, elle arrivait de Californie, un professeur de médecine de l'université Stanford. Il y a des gens qui nous écoutent, je les invite à prendre en nom le nom de ce professeur, Thomas N. Robinson.
Il vient de mener une expérience et il dévoile les résultats en l'an 2001. Il a tenu une expérience dans 2 écoles élémentaires de San José en Californie. Et l'expérience démontre que dans l'école, celle des 2 écoles où on avait suivi son programme, Ouais. le programme de réduction du temps consacré aux écrans, dans cette école, la violence physique avait diminué de 40%, la violence verbale de 50%. On avait donc 2 surprises en 2001. Oui. Oui, la violence vue à la télévision fait partie des facteurs qui influencent le comportement. Et 2, quand on diminue le temps consacré aux écrans, les enfants réussissent à retrouver un comportement socialement positif. Le vivre ensemble s'améliore. Tout à fait. Constatant ceci, nous mettons au point un programme québécois parce qu'on n'a pas accès au programme californien du professeur Robinson. On est donc obligé de se débrouiller avec les moyens du bord et on utilise des stratagèmes pédagogiques pour préparer les enfants à vouloir réduire le temps écran. Et le stratagème qu'on utilise, avec lequel on a eu le plus de succès, c'est qu'on a présenté la réduction du temps écran aux élèves sous forme de jeu. Il y avait 6 points à gagner par jour. Oh. 1 point le matin, quand Oui. tu quittes la maison et tu t'en viens à l'école sans avoir regardé la télé ou aucun écran, tu mènes 1-0. Ton 2e point, à l'heure du midi. À l'heure du repas, si tu réussis à prendre ton repas sans écran, tu mènes 2-0. Le 3e point, l'après-midi, à la fin de l'école, tu t'en vas chez toi. Oui. Jusqu'à l'heure du souper, il y a du temps libre à ce moment-là. Si tu réussis à te priver d'écran, tu marques un 3e point. Le 4e point, c'est le repas du soir. Si tu le mènes sans écran, sans téléphone à côté de toi, sans la télévision allumée dans un coin de la cuisine, Oui. si tu manges en famille, ben, tu marques ton 4e point. Oh. Le 5e point, c'est le point de la soirée. Et tu réussis à passer la soirée sans écran, ben, tu marques un 5e point. Si tu veux regarder un match de foot ou un match de hockey ou une série télévisée, tu perds qu'un seul point, le point de la soirée. Donc, ce n'est pas dramatique. Non. Tu as déjà 4 points d'accumuler. Tu en perds un, c'est 4 ans. Et on a ajouté, quelques années après les années 2003, quand on a lancé le programme, on a ajouté en 2007 un point supplémentaire pour la nuit. Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de jeunes qui couchaient avec leur téléphone. Le téléphone portable. On leur a donc dit, si ton téléphone, tu le prends sous ton bras, tu lui fais des câlins, tu lui fais des bisous, tu le sors de ta chambre et tu le déposes sur un meuble, ben, il va t'attendre pendant toute la nuit et toi, pendant ce temps-là, tu vas dormir en meilleures conditions, tu vas dormir plus profondément et tu vas te réveiller demain matin mieux reposé. Oui. 6 points par jour dans un jeu, un match qui dure 10 jours. On mène l'expérience de 2003 jusqu'à 2007. En 2007, il y a une école de France, à Strasbourg, qui veut tenter l'expérience avec la recette québécoise. Ce n'était pas la recette du druide Panoramix, c'était la recette des Gaulois d'Amérique qui vivent au Québec. Tout à fait. Et ils utilisent notre plan et ça donne le même miracle que chez nous, dans toutes les centaines d'écoles où on l'avait fait. Vous imaginez bien que quand on découvre une formule comme celle-là, oui. il y a des jaloux et 2, il y a des gens qui n'y croient pas. Il y a des sceptiques. Ça, les sceptiques, c'est normal. Mais tout à fait. Ce qu'on demande à ces sceptiques, c'est si tu n'y crois pas, organise-le dans ton école. On viendra t'aider à organiser le défi sans écran et toi, tu nous diras ce que tu as vu. Et comme ça, on ne se dispute pas pour rien. Vous comprenez bien que d'année en année, jusqu'à 2020, fin de 2019, il n'y avait pas encore de COVID-19. Pas tout à fait. Notre problème, c'est qu'arrive le confinement. Exact. On ne peut pas disputer des parents ni des enfants qui, en confinement, enfermés en 4 murs, se trouvent une façon de communiquer avec leurs amis ou avec leurs parents qui vivent dans une autre maison ailleurs. On respecte le confinement et il faut
maintenant réalisé que quand il est arrivé le confinement, le temps que les enfants passaient sur les écrans, il a augmenté. Nous, on n'est pas des partisans de la méthode culpabilisation, Pas du tout. moralisation, sermon, dispute, reproche, N-O-N, on ne veut rien savoir de ces moyens-là. Nous, on veut recommencer à jouer avec des milliers d'enfants et leurs familles pendant les prochains jours, parce qu'avec le déconfinement, on va pouvoir s'occuper à autre chose. Et on veut maintenant remplacer au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois, l'activité 10 jours sans écran par 1 jour par semaine sans écran. On invite les familles, les papas et les mamans et les ados à choisir un jour de la semaine où ils pourront se passer d'écran. C'est eux qui choisissent le jour. C'est eux qui choisissent les activités pour remplacer les écrans. On ne peut pas rester assis devant un écran fermé à souffrir. Ben non, on remplace ça par autre chose. Quand on est petit, on remplace par les Legos, par les petites voitures, par la pâte à modeler, par la lecture d'un livre ou par le vélo. Ben, quand on est ado, on choisit autre chose. Mais il faut trouver qu'est-ce qu'on va faire nous-mêmes dans notre cerveau. Il faut réhabituer notre cerveau à gouverner les écrans. Quel mot! Réhabituer notre cerveau à gouverner notre cerveau. Avec les petits, on utilise l'expression dompter les écrans. Il y a un animal dans la maison chez toi qui est plus gourmand qu'un lion, plus gourmand qu'un serpent, et cet animal, il mange du temps. Il essaye cet appareil d'attraper ton attention et te garder accroché aux écrans le plus longtemps possible. Nous, on voudrait qu'un jour par semaine, tu montres à cet écran, à cet animal chronophage. Chronophage, ça veut dire qu'il mange du temps. Cet animal, il faut lui montrer à respecter tes décisions. C'est l'appareil qui doit obéir à l'humain et non pas l'humain qui doit obéir aux écrans. Alors, on veut montrer aux enfants maintenant, pendant les prochaines semaines, les prochains mois, à jouer un match différent du 10 jours d'affilée sans écran. On va faire 1 jour par semaine et on va préparer notre jour avec notre papa, notre maman, nos frères et nos sœurs. On va donc préparer notre activité de 1 jour par semaine avec la famille. Et si toi, mon ami, tu réussis à convaincre ta famille de t'aider à faire ce défi du jour sans écran, ben, il va se passer quelque chose. Et ce quelque chose, moi, je ne saurais pas ce que c'est, mais je voudrais que tu me l'écrives, que tu me le racontes. Tu peux me le raconter par écrit. Tu peux aussi me le raconter sur écran, parce que quand tu auras fini ta journée sans écran, le lendemain, tu peux les utiliser, les écrans. Et je voudrais que tu me racontes sur vidéo ou sur Facebook, tu me racontes qu'est-ce qui s'est passé durant cette journée. Est-ce que ça a été horrible? Moi, je sais d'avance qu'est-ce que tu vas me raconter. Mais je veux que ce soit toi qui me le racontes. Pourquoi? Parce que moi, je sais très bien que tu as, comme moi, et comme ton papa et ta maman, à l'intérieur de ta tête, tu as un cerveau ultra puissant. Il y a des gens qui essayent de te dire que ton téléphone, il est intelligent. C'est une blague. Ton téléphone n'est pas intelligent. Tu es intelligent à la condition que ce soit toi qui fasses obéir le téléphone à ce que tu veux. Un téléphone qui peut te servir, bravo. Un téléphone qui peut te desservir et qui te rend des mauvais services, on ne dit pas bravo, on dit chou. Erreur, faute, grave. Et un téléphone qui veut asservir. Il ne veut pas servir, il ne veut pas desservir, il veut asservir, il veut te rendre esclave. Nous, on voudrait que tu sois plus fort que ces écrans et que tu leur montres à obéir. Tous les enfants adorent quand on l'explique en classe. En ce moment, sur cette vidéo, sur cette projection que j'organise grâce à l'association de Edupax et PAFEM, nous avons l'occasion d'expliquer tout ça dans un diaporama. En ce moment, on regarde des images. On voit la première diapositive, c'est l'annonce du webinaire d'aujourd'hui.
L'image 2. Nos enfants et les écrans pendant et après la COVID-19. Si pendant la COVID-19, ils n'avaient pas le choix, ils se sont rués, ils ont utilisé les écrans de façon abusive, nous, on leur fait pas la morale, mais on leur dit, il faut maintenant que tu réapprennes à ces écrans à rester fermés, sans leur crier de bêtises, sans te fâcher après eux. Tu continues de les aimer, mais tu leur montres à rester fermés. Quand j'ai eu mon chien, moi, mon chien, il ne savait pas tout par cœur. J'ai été obligé de lui montrer à marcher sur le trottoir, moi. Si mon chien ne reste pas sur le trottoir et il se met à courir dans la rue, il arrive quoi, mon chien? Eh bien, voilà, il se fait frapper. L'écran, c'est pareil. Il faut que je lui montre à obéir, sans lui donner des claques, sans lui donner des punitions, sans le frapper, juste lui montrer à obéir. Exactement. On peut apprendre à faire ça parce qu'on commence à déconfiner. Donc, on va pouvoir trouver autre chose. Je dis à tous les parents qui nous écoutent et aux enfants qui nous écoutent que si il y a quand même certains jours où tu devras rester à l'intérieur de la maison chez toi, mon cher ami, il y a des tas de choses que tu peux faire dans la maison chez toi et qui vont aider ton cerveau à augmenter son pouvoir, sa puissance, sa capacité d'imagination. Et ces activités-là, elles sont très simples. Il y en a chez toi, c'est toi qui les choisis. Bricolage, dessin, cuisiner, danser, tout ça, c'est bon pour ton cerveau. Il ne faut plus que ton cerveau s'imagine que s'il n'y a pas d'écran, c'est la fin du monde. Eh bien non, ce n'est pas la fin du monde quand il n'y a plus d'écran, parce que toi, ton cerveau a déjà tout prévu. Qu'est-ce qu'on fait au cas où il n'y avait plus d'écran? On va passer à la diapositive suivante. Cette image-là, c'est pour les adultes et les ados. Si ces écrans-là reçoivent des budgets des agences publicitaires pour te garder nos enfants et nos ados accrochés et assis le plus longtemps possible, nous, comme papa et comme maman, on peut montrer aux enfants que la liberté, ce n'est pas la capacité d'aller faire n'importe quoi sur des écrans, non. La liberté, c'est la capacité de dire « ça suffit, je t'éteins, demain, je passe la journée sans toi ». On ne les déteste pas quand on fait ça. Non, mais on s'aime soi-même. Il faut s'aimer, mes amis, il faut qu'on devienne préféré à nos écrans. Mon cerveau est plus important que les écrans. Image suivante. L'impact des divertissements numériques sur les résultats scolaires. On se comprend divertissement numérique. Oui. Jeux vidéo, réseaux sociaux sont les deux écrans les plus droguants, les plus captivants. Tout à fait. Je sais, ce sont les jeunes qui nous l'ont dit. Qu'est-ce que tu fais le plus souvent quand tu regardes les écrans? Jeux vidéo ou réseaux sociaux. Si c'est pour parler sur Skype avec ton papa ou ta maman qui vit dans une autre maison, c'est pas de la drogue, ça. Ça, c'est de la communication. Mais le jeu vidéo, lui, qui te récompense quand tu fais ce que le jeu te commande de faire, lui, il n'est pas en train de te rendre service, il est en train de te rendre esclave. Et lui, cet écran-là, s'il te garde longtemps à l'écran, son patron est content de lui. Même chose pour les réseaux sociaux. Tu veux envoyer des petits messages sur Instagram, sur Snapchat, sur TikTok. Dis-toi que pendant que tu le fais, pendant quelques minutes, 10-15 minutes, ça peut être amusant. Mais souviens-toi que ces jeux, ces réseaux sociaux, ils ont été inventés pour mettre à l'écran des choses qui vont t'empêcher de fermer l'appareil. C'est là que ta liberté rentre en jeu. Ta liberté, ce n'est pas ta capacité de rester accroché à l'écran. Ça, c'est une absence de liberté. La liberté, c'est quand tu dis à l'écran, télé, coucher. Tablette, dodo. Téléphone, tu restes éteint, tu ne pleures pas, tu attends que je te rallume. Image suivante. Merci, Jacques, pour ces éclaircissements. C'est très intéressant. Oui. Oui, tu peux continuer, Jacques. Ça va? Je viens de voir qu'on a passé par-dessus apprentissage scolaire. Écoutez-moi bien, mes amis, tous mes amis qui nous écoutent. Imaginez-vous que quand les écrans restent fermés pendant 10 jours, les résultats des élèves s'améliorent, les résultats scolaires. Nettement.
ils deviennent plus attentifs en classe quand le professeur ou l'enseignante donne des explications. Capacité de concentration. Je veux donc dire que quand les écrans restent fermés, ils sont bons les écrans, mais quand ils restent fermés, curieusement, les notes augmentent. Les notes augmentent de qui? Les élèves qui passaient le plus de temps sur les écrans, c'est ceux qui voient leurs notes augmenter le plus. Il y a des élèves qui passent 7, 8, 10 heures par jour là-dessus, y compris des heures de nuit sur les réseaux sociaux et les jeux vidéo. Mes chers amis, ils ne sont pas en train de se réveiller reposés le lendemain. Donc, quand il vient le temps d'écouter ce que l'enseignant explique, bien, ils ne comprennent pas tout. Et quand il arrive l'examen, mais ils ne connaissent pas les réponses. Moi, je ne veux pas les disputer, ces enfants. Je leur dis, si tu veux améliorer tes notes, garde les écrans fermés. Et dis-le à tes amis. Et tu vas voir, ta capacité de rester attentif va augmenter. Même ton papa et ta maman vont être étonnés. On va passer à l'image suivante où il y avait sur cette image 8 choses qu'on sait très bien qui ont été affectées par le temps que les enfants passent aux écrans. La première chose, c'est l'agressivité. Plus tu passes du temps sur les écrans, plus tu te fâches facilement pour un rien. La preuve, c'est que quand les écrans restent fermés, ces élèves-là qui sont habituellement agressifs, ils redeviennent tout doux et normaux. Normaux. Il y a un Voilà. deuxième... Oui, Jacques, je peux rapidement faire un petit témoignage. Nous avons à la maison des ados, nous avons 4 enfants, 2 filles et 2 garçons, et le tout petit qui a 5 ans. J'ai commencé à l'observer depuis qu'il est tout petit, et qu'est-ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que cet enfant, déjà à l'âge de 6 mois, commençait à s'intéresser aux écrans que nous avons à la maison. J'avais un téléphone portable, j'avais une tablette pour travailler et nous avons la télévision centrale. Dans la chambre à coucher, pendant que je suis avec l'enfant, si j'utilisais le téléphone portable, il avait tendance à s'approcher de moi et me l'arracher. Alors, j'ai pris des résolutions. Je dis, à partir de maintenant, qu'est-ce que je fais? Je ne vais plus utiliser le téléphone portable devant lui. Lorsqu'il était encore très jeune. Et la tablette que j'utilisais, qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'ai laissée dans mon tiroir pendant plus de 2 ans. Je ne l'ai plus fait sortir parce que j'ai commencé à voir que l'enfant, une fois qu'il s'approchait, il commençait à changer de caractère. Il devenait de plus en plus agressif. J'ai dit non, à partir de maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La meilleure façon, c'est que moi-même, je me discipline pour que l'enfant soit discipliné. Et je l'ai laissé comme ça. Mais pendant ces moments de confinement, où parents, enfants, tous on est connectés à Internet, il devient de plus en plus agressif. Pourquoi? Parce que chaque jour, il devait aller sur Internet pour suivre une petite vidéo qui a été envoyée par l'école ou soit un dessin animé. Et je comprends véritablement pourquoi les enfants sont devenus de plus en plus violents aujourd'hui. On ne les accuse pas, c'est le système, c'est la surexposition qui stimule des hormones dans leur corps. Nous ne sommes pas des médecins, mais il y a des recherches qui le prouvent. Bon, je te passe la parole, Jacques. Alors, merci de ce témoignage, Commis. Commis, tu es au Québec, toi, depuis 2012? 2013. 2013, tu vois, à 7 ans d'arriver chez moi, avec ta famille qui arrive d'Afrique, du Togo. Oui. Tu vois, tous ces enfants-là ont pris toutes les mauvaises habitudes des petits Québécois. Il y a les bonnes habitudes aussi. Les bonnes habitudes. Voilà, c'est pour ça qu'on est content de vous avoir avec nous. Merci beaucoup, Jacques. Ça, c'est l'impact sur l'agressivité. Et oui, tout à fait. Et ensuite, l'impact sur les conversations familiales. Papa et maman, si les écrans restent fermés à l'heure des repas, vous allez réaliser que vos enfants ont des tas de choses à vous raconter. Les 2-3 au premier jour, ils vont juste bouder. Ils vont juste être fâchés parce qu'il n'y a pas d'écran durant le repas. Et au bout de 2-3 jours, ils vont se mettre à raconter des choses et en plus, ils vont se mettre à écouter ce que vous avez à raconter et ça va donner un résultat qui s'appelle conversation familiale. Eh bien, les conversations familiales, c'est en voie de disparition aux États-Unis, un petit peu moins au Canada,
Un petit peu moins en France, en Italie, en Espagne ou en Angleterre, mais partout, les conversations familiales sont en voie de diminution. Ne me croyez pas sur parole, fermez les écrans pendant 10 jours et observez ce qui va se passer. Papa, maman, vous allez faire la découverte qu'on a faite dans des milliers d'autres familles. Le troisième résultat que les enseignants constatent à l'école, c'est que quand les écrans sont fermés et qu'il y a une explication qui est donnée par la maîtresse ou par le professeur, les élèves sont plus attentifs. Vous imaginez un enfant qui n'est pas capable de rester attentif? Il fait 10, 15 secondes, puis il est tout de suite distrait par n'importe quoi. Une chaussure, une poussière, un oiseau, une trace sur le mur, son copain qui lui fait signe, et son lacet de chaussure qui est détaché. Il y a des centaines d'objets qui peuvent servir à distraire un enfant à l'école. Quand il n'y a plus d'écran, c'est drôle, il s'assoit sur sa chaise, il écoute la maîtresse et il écoute du début à la fin. C'est quand même pas un miracle, on n'y a pas mis des électrochocs au poignet, on a juste dit, tu vas reconquérir le pouvoir que tu as sur les écrans, tu vas leur montrer à rester fermés. Le quatrième résultat sur lequel on sait que les écrans ont de l'influence, parce qu'on l'a constaté nous-mêmes, c'est la réussite éducative. Il y a des élèves qui n'ont jamais eu des bonnes notes à l'école. Jamais, jamais, jamais. Chez nous, au Québec, on n'utilisait jamais le mot cancre. C'est un mot négatif, cruel, méchant. Mais on sait qu'il y a des élèves qui, pour apprendre, sont obligés de faire un effort surhumain. Bien, écoutez, la découverte qu'on a faite, c'est que quand les écrans restent fermés, ces élèves qui habituellement avaient toute la peine du monde à comprendre, là maintenant, ils sont capables de comprendre. Et ils comprennent après une ou deux explications. C'est quand même formidable. Avant, on leur en donnait 10 explications, ils ne comprenaient jamais rien. Oui, Donc, Jacques, je peux intervenir à ce niveau oui, parce qu'il y a beaucoup de recherches qui ont été faites, et surtout au Canada ici, avec le docteur Brendan Persson. C'est un neurophysiologiste qui a suivi des enfants ayant consommé beaucoup de médias. Il s'est aperçu que leur cerveau diminue, s'épuise à force de s'exposer aux écrans. Et là, lorsque le cerveau est fatigué, lorsque le cerveau est épuisé, il ne peut plus retenir, il ne peut plus être calme. Et là, les résultats sont là. Merci. Donc, réussite éducative, les apprentissages scolaires s'améliorent quand il y a moins d'écran. Et quand la réussite éducative s'améliore, ces élèves qui normalement auraient quitté l'école en secondaire 3, 4 ou 5 n'auraient jamais atteint la fin de leur école secondaire, mais ces élèves, ils sont moins tentés par l'abandon scolaire. Ils restent à l'école, ils apprennent à persévérer, ils apprennent à rester déterminés pour réussir à avoir leur premier diplôme. Le cinquième résultat du temps que les enfants passent sur les écrans, c'est que ça s'appelle de la sédentarité. La sédentarité, c'est rester assis, encore assis, tout le temps assis, et c'est normal parce que les écrans, ils nous gardent assis. Imaginez-vous que quand on ferme les écrans, ben les élèves restent moins longtemps assis, couchés, étendus, et puis ils font plus d'exercices parce que l'activité que les élèves font le plus, c'est faire marcher le chien, quand il y en a un, et faire du vélo. Deux petites activités toutes simples qui font marcher ton corps, marcher ta circulation sanguine, fonctionner tes poumons et fonctionner ton cerveau. Donc, la sédentarité, c'est celle qui fait apparaître le surplus de poids et qui rend les enfants obèses. Or, mes chers amis, l'obésité, c'est aussi une pandémie. C'était une pandémie depuis 1997, reconnue depuis 1997. Oui. Alors, quand est arrivée la pandémie du COVID-19, je me disais, moi, une autre pandémie. Eh oui, une autre pandémie. Et pendant que celle-là, on va gagner, on va remporter la victoire pour chasser le coronavirus, nous, il faut se souvenir que l'obésité est encore une pandémie qui fait des dommages et qui font prendre du poids à nos enfants. Vive l'activité physique, on bouge. Oui, surtout, Monsieur Jacques, c'est un professionnel
en éducation physique. Et donc, il sait de quoi il parle. Il faut que nous puissions mettre en pratique ces conseils pour avoir des bénéfices pour nous-mêmes, les parents, et pour les enfants. Parce que si les enfants sont malades, en tant que parents, on est malade quelque part. Oui. Merci. Merci, Comé, c'est bon tes commentaires. Donc, le sixième impact des écrans, c'est celui qui est causé par les jeux vidéo. Votre enfant a tué 25, 50, 200, 500, 1000 proies, 1000 objets, 1000 extraterrestres, 1000 monstres dans son jeu vidéo. Il est très fier de son exploit. Il arrive à l'école le lendemain matin, il parle de quoi? Du nombre de personnes qu'il a exterminées. En ce moment, le jeu vidéo qui fait le plus de dommages dans les cerveaux d'enfants, je vais expliquer ce dommage dans quelques instants, c'est le jeu Fortnite. Yes. Il a remplacé en dommages celui qui était le plus dommageable avant, qui s'appelait GTA, Grand Theft Auto. Tu gagnes des points, le concepteur du jeu, félicite ton cerveau quand tu commets un acte criminel. Mais c'est pas grave, parce que tu commets pas d'acte criminel, toi. Non, tu commets pas d'acte criminel, mais c'est vrai. Le résultat s'appelle, je l'explique aux enfants et aux ados, ils entendent le mot pour la première fois, et j'ai beau le répéter 3 fois, et quand je leur demande de l'écrire, ils ne savent plus comment l'écrire, il faut que je le répète une 4e fois. Le résultat s'appelle désensibilisation. Quand tu es désensibilisé, quand ton cerveau est désensibilisé, tu sais ce qu'il a perdu, ton cerveau? Il a perdu quelque chose que tu avais à la naissance, qui s'appelle l'empathie. Nous, les êtres humains, on a ça en venant au monde, l'empathie. Et au fur et à mesure qu'on vieillit, on peut diminuer notre empathie et on peut augmenter notre empathie. Le jeu vidéo, c'est le meilleur moyen pour détruire complètement l'empathie que tu as reçue quand tu es venu au monde. Donc, ça désensibilise et ça te rend incapable de porter secours quand quelqu'un a de la peine ou de prendre soin à quelqu'un quand la personne est en difficulté. Prendre soin, porter secours, c'est les 2 formes les plus répandues d'empathie. Tu as besoin de ça quand tu vas à l'école, quand tu es un enfant et quand tu es un adolescent. Et le 8e dommage causé par les écrans, c'est une découverte plus récente, c'est les réseaux sociaux. La professeure Jean Twenge. Jean Twenge, qui est chercheur, je l'ai même ici. Chercheur et professeur à l'Université de San Diego. Jacques, c'est ça le titre, je l'ai. C'est bon. Alors, merci. J'avais de plus en plus d'étudiantes qui quittaient le cours. Elles s'informaient pourquoi les élèves venaient plus au cours. Elles étaient dépressives. Ouais. Et elles découvrent que non seulement elle a des élèves dépressifs, il y en a que la dépression pousse jusqu'au suicide. Comme elle est chercheuse, elle trouve des statistiques sur les suicides et les dépressions chez les jeunes de tous les États-Unis et non pas seulement ceux de sa classe. Elle découvre qu'aux États-Unis, depuis quelques années seulement, il y a plus de filles que de garçons qui se suicident. C'était une primeur, même au Québec, même au Canada et en Europe. En général, c'est plus souvent des garçons qui se suicident que des filles. Mais là, c'était des filles. Ça l'a tracassée, elle a fouillé, elle a gratté plus loin en menant des études et elle a découvert que les personnes qui sont plus souvent tentées par le suicide, les personnes qui sont le plus souvent dépressives, sont aussi des personnes qui passent beaucoup de temps sur des réseaux sociaux. Ah ben, peut-être que le réseau social rend les gens dépressifs, mais peut-être que non, ils sont déjà dépressifs, mais comme ils sont dépressifs et ils ont des problèmes, ils viennent trouver refuge dans les réseaux sociaux. On ne sait pas lequel des deux cause l'autre. On réfléchit et on tente l'expérience. Et quand on tente l'expérience de faire convaincre des jeunes, parce que c'est des jeunes adultes, ça, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25 ans, quand tu prépares des jeunes à se décrocher des réseaux sociaux, ben tu sais quoi? Les tentations de déprime diminuent, les tentations de suicide diminuent, elles retrouvent une meilleure santé mentale. Oui.
Organisez tout ça comme vous voudrez, mes chers amis. Ces 8 raisons-là que je viens de vous présenter, ce sont ces 8 domaines de la vie humaine qui sont affectés par les écrans. La preuve en est que quand les écrans diminuent, le temps consacré à ces écrans diminue, ces 8 choses-là s'améliorent. C'est ce qu'on explique à des enfants et des ados. Quand on l'explique à des ados, il y en a plusieurs qui sont sceptiques. C'est normal. Il ne faut jamais se fâcher quand il y a un élève ou votre propre enfant qui met en doute ce que vous avancez. Sauf que si vous le mettez au défi de réduire le temps qu'il passe aux écrans, si vous l'encouragez en le faisant avec lui ou avec elle, votre enfant va découvrir et vous-même allez découvrir une amélioration sensible. Ce que vous alliez apprécier le plus, vous, papa et maman, c'est le temps de conversation familiale. Vous en avez besoin du temps de conversation familiale. Si les conversations familiales diminuent, ne venez pas me faire croire qu'il y a une vie familiale. N-O-N. Une vie familiale, ça dépend de la communication entre les membres de la famille. On raconte nos peines, on raconte nos joies, on raconte nos questions, on pose des questions, on écoute les réponses. On n'est jamais obligé d'être d'accord avec personne, hein? Mais le fait d'avoir posé la question et d'avoir entendu une réponse, celle à laquelle on s'attendait ou une autre, tout ça fait fonctionner dans nos cerveaux des milliards de petites cellules qui s'appellent des j'ai perdu le mot. Oui, d'accord, ça va venir. Vous voyez, en vieillissant, comment on perd des facultés. Des neurones. On perd voilà. des neurones. Et ces neurones-là, c'est utile si ça fonctionne. Pour que ça fonctionne, conversation familiale, c'est merveilleux. Même faire du vélo, ça fait fonctionner les neurones. Saviez-vous ça? Oui. Le vélo, pourtant, c'est rien qu'un guidon puis des pieds qui pédalent. Bien, tout ça fait circuler dans ton corps du sang, améliore ta respiration, des battements de ton cœur et ça oxygène ton cerveau. Et ton cerveau, lui, il a besoin d'oxygène et d'eau pour fonctionner à plein pouvoir. C'est pour ça que nous, on dit le défi sans écran, on ne le fait plus en promettant des récompenses avec des sacs de sport et puis des chandails et des pulls et des shorts et des... Non, fini les récompenses matérielles. Quand tu participes au défi sans écran, tu gagnes un lobe frontal. Qu'est-ce que c'est ce lobe frontal? C'est la partie de ton cerveau qui est cachée derrière ton tronc. Ouais. C'est la partie la plus importante de ton cerveau parce que c'est elle qui donne les ordres à ton cerveau et à tout ton corps. Si ton lobe frontal est diminué, ben, sois pas étonné que tout à coup, tu es plus souvent de mauvaise humeur, tu es plus souvent agressif, tu te fâches pour un rien, tu pleures pour un rien. Ne sois pas étonné, c'est plus ton lobe frontal qui mène, c'est les images que tu as vues à l'écran qui sont entrées dans ton cerveau et qui t'ont fait ressentir de la peine. Ils fabriquent ces gens-là, ces spécialistes-là, ce sont des captologues. Ils utilisent les dernières connaissances en captologie. C'est un nouveau mot pour toi, ça. Captologie. Oui. Captologie, c'est une combinaison de 3 sciences qui existaient depuis longtemps. Psychologie, neurologie et technologie. Voici donc que des professionnels utilisent la psychologie et la neurologie et avec l'aide de la technologie, ils entrent dans ton cerveau avec des images ou avec des sons ou avec des séries ou avec des jeux vidéo ou avec des réseaux sociaux. Ils entrent dans ton cerveau et ils pratiquent une activité qui s'appelle du piratage, le piratage des cerveaux. Oui. Il nous a expliqué tout ça. Tristan Harris, monsieur Tristan Harris, qui travaillait chez Google, qui a démissionné de chez Google et qui a décidé de fournir aux êtres humains de son pays et du monde entier des exercices pour que ton cerveau cesse d'être envahi par des manipulateurs de cerveau, des brain hackers. Brain hacking. C'est une activité qui sert à entrer dans les cerveaux et à télécommander tes préférences et tes décisions. L'endroit où ça a été le plus utilisé,
ce brain hacking, c'est par une compagnie anglaise, britannique, qui s'appelle Oui, ça va venir. oui, c'est une compagnie dont le nom va me revenir tantôt. Oui, ça va revenir. C'est une compagnie qui a vendu l'accès à 80 millions d'abonnés Facebook à des organisateurs électoraux pour la dernière campagne électorale aux États-Unis où on a hérité du président qui est là en ce moment. Cambridge Analytica. Cambridge, C-A-M-B-R-I-D-G-A. Ouais, Analytica. La compagnie a récupéré les données de 80 millions d'abonnés. Elle a vendu ça aux organisateurs de l'élection. Et les organisateurs de l'élection, ils sont mis à alimenter ces 80 millions d'abonnés avec des nouvelles dégueulasses sur Hillary Clinton et des très bonnes nouvelles et des compliments sur son opposant Donald Trump. Ça a semé aux États-Unis chez les voteurs, ça a semé des rumeurs à l'effet qu'il y en a un qui est un homme d'affaires aguerri, qui a beaucoup de succès dans tout ce qu'il fait. L'autre est une méchante femme avec plein de défauts. Alors, ça a influencé assez de monde pour que dans quelques États clés aux États-Unis, les votants préfèrent Trump à Hillary Clinton. On n'a jamais compris comment ce résultat-là avait été obtenu. C'est en comprenant et en étudiant comme il faut comment a fonctionné Cambridge Analytica pour récupérer les données sur Facebook. Je voudrais donner aussi quelques explications sur Cambridge Analytica, qui a utilisé aussi le commerce des données Facebook dans la campagne du Brexit pour que l'Angleterre quitte l'Union européenne. Mais je ne veux pas dévier sur l'Union européenne et sur les élections états-uniennes. Je veux juste dire que les capteurs d'attention, ils sont très forts. Très fort, oui. Quand on prépare les ados à faire le défi du jour sans écran, on leur donne ces explications-là. À des enfants plus jeunes, on ne le fait pas, c'est trop compliqué. Mais avec des ados, on le fait. Quand tu fais le défi 10 jours sans écran, tu joues, toi, tu es tout seul devant l'écran. Tu es tout seul devant l'écran, toi. Derrière cet écran-là, sais-tu combien il y a de monde qui ont travaillé pour préparer tout ce que tu vois à l'écran? Combien de monde ont travaillé en publicité, en séries télévisées, en jeux vidéo, en réseaux sociaux? Ça fait travailler des milliers de personnes, ça. C'est toute une chaîne. Toutes ces personnes-là sont payées pour obtenir un résultat. Un résultat. Te garder, toi, accroché à l'écran le plus longtemps possible et le plus souvent possible. Quand tu vas faire le défi du jour sans écran, tu joues contre des personnes 1000 fois plus fortes que toi. Ils sont payés pour ça. Imagine-toi, tu jouerais au hockey ou tu jouerais au foot et que c'est les joueurs de foot, c'est les 4 meilleurs au monde. Même pas les 4 meilleurs, les 4 moins bons du Paris Saint-Germain, de l'équipe des Bleus de France ou de l'Impact de Montréal. Bons. Je mets le ballon au jeu, 4 professionnels. Et toi, dans ton équipe, il y a tous les joueurs de ton équipe sont 20 de ton école. Vous jouez tous les 20 contre 4 professionnels. Écoute bien, pendant une demi-heure, tu ne toucheras même pas jamais au ballon. Non. Ce sont des professionnels. Donc, toi, devant un écran, tu ne les vois pas, ces professionnels-là, ils sont cachés derrière l'écran. Toi, il faut que tu sois plus fort qu'eux. Et si tu ne te prépares pas, ils vont t'avaler tout rond. Ils sont payés pour attraper ton attention et la garder captive. C'est pour ça qu'on te dit, le défi du jour sans écran, c'est comme si tu t'évadais d'une prison, une prison numérique merveilleuse, qui est tellement merveilleuse que tu ne veux même pas sortir de la prison, imagine. Alors, si tu veux gagner le défi du jour sans écran, tu as besoin d'identifier les personnes dans ton entourage qui vont t'encourager et tu as besoin de reconnaître aussi les personnes qui vont essayer de te faire ramener. décourager.
C'est ça. Encourager, décourager, c'est toi qui joues le match. Moi, je ne peux pas gagner de points, moi. Moi, je ne suis pas Didier Deschamps, ni le coach du Canadien de Montréal. Moi, je ne peux pas sauter sur la glace quand mes joueurs ne marquent pas de but. Mais toi, il faut que tu te débrouilles pour les marquer, les buts. Et prépare-toi. Il y a 6 points par jour à gagner. Si tu décides d'en sacrifier un point par jour, tu en sacrifies un point par jour, bien, quand tu as fini ta journée, tu mènes 5-1. Il n'y a aucun déshonneur là-dedans, mais il faut que tu te prépares. Tu ne peux Oui, pas gagner un match contre ces professionnels-là si tu ne t'es pas préparé. Nous, Monsieur Jacques, merci. J'aimerais rebondir sur cette question. Quel est finalement le rôle pour l'école, le rôle pour la famille et pour la santé publique? d'accord. Oui. Alors, et c'est maintenant l'heure de terminer. Je demande à tout le monde qui a écouté cette émission de nous envoyer un petit courriel pour nous dire qui elles sont, où elles vivent, et puis ce qu'elles ont retenu de plus important dans ce qui a été expliqué aujourd'hui, et nous expliquer qu'est-ce qu'elles auraient, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles auraient aimé avoir en plus de ce que j'ai présenté aujourd'hui. C'est à vous le défi du jour sans écran et la réduction, habituer l'éducation des jeunes à la réduction du temps écran, ça c'est quelque chose qui s'apprend. Il y en a pour qui c'est facile, mais il y en a pour qui c'est difficile. Nous, on ne découragera personne, on va juste encourager le plus possible d'entre vous à essayer. Si vous l'essayez avec vos enfants, racontez-nous votre expérience. Est-ce qu'on avait autre chose? Moi, commis, j'ai terminé pour aujourd'hui. Oui, Jacques, je posais juste une question de savoir ce que l'école a comme contribution à apporter justement dans ce dispositif de gestion rationnelle des écrans et pour la Alors, famille, pour alors, la santé publique. Oui. alors, parmi toutes les choses qui s'enseignent à l'école, il y en a déjà trop, il y en a déjà beaucoup. Les enseignants sont débordés, les enseignantes, qui sont majoritairement des femmes. Il y en a une qui est sous-utilisée pour passionner les enfants pour l'école, c'est celui de l'utilisation des écrans. Quand n'importe quel enseignant, n'importe quelle enseignante va aborder le sujet avec ses élèves, pour se préparer, vous pouvez trouver sur le site EduPact un tas d'exercices préparatoires. On va garder l'analyse de ces trucs-là préparatoires à la réduction du temps écran. On va garder ça pour une prochaine présentation commis. Mais je te remercie de dire que c'est le travail de 3 tripartites. C'est un travail tripartite, ça, la maîtrise des écrans. Oui. Le jeune lui-même, sa famille, son école. En ce moment, là, au Québec, on est chanceux. Il y a un ministère de la Santé et des Services sociaux qui a décidé de consulter des experts sur l'impact qu'avaient les écrans sur les jeunes et comment on pourrait aider les jeunes à se protéger contre les impacts négatifs. La première rencontre a eu lieu le 10 février à Québec. Tout à fait. Il y a une deuxième rencontre qui va être prévue, elle n'est pas encore marquée au calendrier parce qu'elle a été annulée à cause du coronavirus. Mais il y aura une suite et je fais partie des personnes qui ont eu la chance et l'honneur d'être invité à aller témoigner. Moi, je vais aller présenter à tout le monde comment on a fait, nous, à EduPact, pour aller dans des centaines d'écoles au Québec et en France, et aux États-Unis et au Canada. Comment on a fait pour se faire inviter là-bas et que les enfants aient applaudi quand on a expliqué tout ça. Parce que toutes les fois qu'on parle de prémunir les enfants pour la réduction du temps écran, il y a tout le temps des personnes qui disent « mais les gamins, ils doivent être fâchés après vous, ils doivent vous détester ». Eh bien non, on a trouvé une pédagogie qui fait que les jeunes sont contents d'avoir vécu l'expérience et ils se préparent pour la prochaine expérience, comme si c'était un match annuel, un exercice d'évacuation en cas d'incendie. Je vous fais remarquer que dans toutes les écoles du Québec, il y a une habitude qui s'est prise il y a plusieurs années de tenir un exercice d'évacuation de l'école en cas d'incendie. Le dernier incendie remonte peut-être à il y a 30 ans, 40 ans, et peut-être même que c'est arrivé en pleine nuit. Mais il y a déjà arrivé des drames avec des incendies qui éclataient dans des écoles. On fait donc un exercice annuel chaque année, même s'il n'y a pas eu de feu. En France, c'est pareil. Nous voulons, je souhaite, j'espère qu'un jour, il y a quelqu'un parmi les décideurs publics
qui va se rendre compte que si on faisait un exercice annuel de diminution de temps d'écran, on s'apercevrait que les résultats scolaires s'amélioreraient. Mais pour le savoir, il faut l'essayer. Et ça, essayer, c'est difficile parce que essayer de garder des écrans fermés, c'est comme une drogue. On les aime tellement, nos écrans. Pourquoi on voudrait les garder fermés? Il faut leur montrer à ces écrans à obéir. Et il faut montrer aux jeunes, enfants et ados, à gouverner les écrans, à les maîtriser. Autrement, c'est les écrans qui vont maîtriser les jeunes. Voilà ce qu'on va expliquer à la prochaine rencontre en détail. Comment on fait pour préparer des adolescents et des enfants à garder les écrans fermés. Merci beaucoup de votre attention à tout le monde. Et puis, bien content que vous ayez été là. Et puis, à la prochaine sur le site Edupax et sur, le site de Jacques Brodeur. Et sur le site de PAFEM, vous allez avoir les coordonnées de la date exacte et de l'heure précise à laquelle va se tenir la deuxième conférence en ligne. Merci beaucoup de votre attention et n'oubliez pas de nous envoyer un petit message, s'il vous plaît. Merci, Jacques, pour cet exposé très intéressant. Ce sont des informations dont on a besoin justement pour savoir comment gouverner aujourd'hui et accompagner les enfants à faire de leurs écrans des outils utiles et non des outils qui les desservent. Nous sommes très contents et voulons encore vous remercier au nom du conseil d'administration de notre petit organisme PAFEM. Nous te disons un grand merci de nous avoir partagé ces secrets qui ont commencé depuis longtemps. Nous sommes venus, actuellement nous ne sommes pas encore au mur sur le terrain, mais tu as encore beaucoup de secrets. Je disais, un vieillard, c'est une bibliothèque. Un vieillard chez nous, ce n'est pas quelqu'un qu'on insulte, c'est quelqu'un qu'on honore, c'est quelqu'un qu'on respecte. Et nous te respectons parce que tu nous donnes beaucoup. Merci beaucoup et à la prochaine. Je te dirai quand est-ce qu'on va se retrouver encore. Vous qui nous suivez ce soir, nous voulons vous dire merci. Au revoir. Merci, merci. Oui, à très bientôt pour une deuxième séance sur une thématique qui sera précisée d'un commun accord avec M. Jacques et d'autres spécialistes qui vont se joindre à nous pour apporter plus de précision et donner des outils pour accompagner nos jeunes et nos enfants et nous-mêmes en tant que parents. Oui, Jacques. Je disais, Commis, qu'une fois qu'on aura terminé, tout ça va être enregistré et ça peut être revu en décalage, en podcast. Oui, c'est enregistré, ça va être rediffusé. Et on va faire l'annonce, comment aller revoir sur ta page de PAFEM. Oui, pour aller sur ma page PAFEM, PAFEM, c'est le mot www.pafeme.ca. D'accord. Et on tombe sur le site de notre organisme et notre page Facebook, c'est PAFEM ONG, puis c'est tout. Et je ferai l'annonce sur ma page Facebook aussi, comme ça les gens pourront aller revoir. Exactement, exactement. Merci beaucoup, Jacques. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous avons besoin de vos commentaires, de vos suggestions pour continuer et améliorer ce que nous avons commencé aujourd'hui. Les débuts ne sont pas toujours faciles, mais nous y parviendrons avec votre concours, avec votre aide. S'il y a des spécialistes qui veulent intervenir, nous sommes libres, on ouvre les bras. Nous voulons travailler ensemble pour notre jeunesse. Notre jeunesse a besoin de nous pour être cadrée, encouragée et accompagnée. Merci et à très bientôt.